Le face-à-face sur France 24, bienvenue. Je vous présente ceux qui m'accompagnent aujourd'hui en plateau. David Revaud-Dallon, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de l'Hémicycle. Vous nous rappelez la une, David ? La une, c'est violence et politique, l'incendie, sur cette tension qui monte à la fois contre les élus, mais aussi entre les personnalités politiques elles-mêmes, et parfois même chez des militants d'ultra-droite ou d'ultra-gauche dans les rues. Et je salue également Pierre Jacquemin, directeur de Politis. Bonjour. À la une, Pierre, cette semaine, bonjour. Eh ben, cette semaine, on essaie de filer un coup de main au Premier ministre. On a trouvé le pognon de dingue. On s'est entouré de plusieurs économistes. On a 5 propositions. On présente 5 propositions qui rapportent un peu plus de 50 milliards d'euros. Et le jackpot. Jackpot. Plus une autre proposition à 100 milliards. À lire donc cette semaine. Allez, on débute cette émission avec ce Conseil de défense et de sécurité nationale qui se tient aujourd'hui à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Et on va s'intéresser donc à ce rapport de 73 pages sur le mouvement des frères musulmans et le rôle qu'il joue en France. Texte qui évoque une volonté d'entrisme dans la société française. Il doit inspirer au gouvernement de nouvelles mesures. Avant de vous donner la parole, on écoute les propositions à ce propos de Jordan Bardella, le président du RN, le Rassemblement national. Donc, je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Il y a 139 mosquées radicales qui sont aujourd'hui aux mains des frères musulmans, il faut les fermer. David, les frères musulmans, c'est un mouvement bien connu dans le monde, c'est surtout une idéologie avec cette question casse-tête pour le gouvernement. Comment interdire une façon de penser, une idéologie ? Exactement, oui, une idéologie, une organisation séculaire, puisque créée en 1928 en Égypte, donc bientôt un siècle d'existence, qui d'ailleurs est interdite en Égypte, lieu de naissance du mouvement, mais aussi en Arabie Saoudite, en Jordanie et dans plusieurs pays arabes. La question, on va revenir au fond, mais l'interdiction en réalité est compliquée parce que vous avez raison, comment on interdit une idéologie d'une part, et puis surtout, il n'y a pas d'organisation qui s'appelle Frères musulmans en France, donc c'est un peu compliqué. Après, sur le fond, on va en parler, mais ce rapport il est extrêmement détaillé, il approfondit un certain nombre d'informations, de tendances que nous avions déjà, c'est-à-dire un mouvement qui se développe, qui fait de l'entrisme non seulement dans un certain nombre d'organisations, d'associations cultuelles et religieuses, de mosquées, mais aussi dans toute une série de pans de la société, le scolaire, le culturel, parfois même le sportif, et donc à l'arrivée avec des visées politiques. C'est une organisation, je crois que c'est le chiffre de 7% des mosquées qui sont concernées. Certains spécialistes estiment que, en réalité, c'est un peu plus. Alors c'est 10% sur la période 2010-2020. Voilà. C'est à la fois beaucoup, parce que je crois qu'il y a plusieurs dizaines de milliers, 80 000 ou 90 000 adeptes ou proches du mouvement, des dizaines de milliers d'élèves qui sont scolarisés en lien avec cette mouvance. C'est beaucoup, ça se développe, mais en réalité, c'est aussi, il faut le dire, une minorité parmi nos compatriotes de religion ou de culture musulmane. Donc, c'est à la fois alarmant et quand même, je pense qu'il faut relativiser la chose. Après, ce qui est intéressant, c'est la façon dont le gouvernement a décidé d'utiliser ce rapport, d'abord de le commander. Il y a un an, c'était Gérald Darmanin, un peu plus d'un an, le ministre de l'Intérieur qui l'a commandé, relancé par Bruno Retailleau après sa nomination au ministère de l'Intérieur, et surtout la communication qui en est faite. Vous le disiez, il y avait ce matin même un conseil de sécurité et de défense dédié à ce seul sujet. Ça veut dire que le gouvernement a l'intention à la fois de sonner l'alarme et le tocsin, mais aussi de démontrer qu'il sort de l'alarme et le tocsin sur ce thème. Pierre, sur ce casse-tête gouvernemental, quels sont aujourd'hui les leviers à la disposition de l'exécutif ? Je serais tenté de dire que si on en croit les conclusions du rapport, ou même si on lit les travaux, je pense à ceux de Georges Malbruno par exemple, qui nous explique qu'il n'y a pas une volonté de prendre le pouvoir, d'ailleurs jamais ils ont réussi à prendre le pouvoir si ce n'est une fois en Égypte, il n'y a pas de réelle volonté de prendre le pouvoir. Donc on peut parler d'islamisation, on peut parler de volonté de prendre les choses en main depuis l'école jusqu'à la mort, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que le rapport précise par exemple qu'il y a une volonté d'influence dans l'école, depuis la crèche jusqu'à la mort, comme il est précisé dans le rapport, et que donc ça veut dire que s'il y a une influence dans ces milieux-là, dans ces réseaux-là, il faut que la République reprenne ses droits dans ces endroits. Ils ont fait la démonstration que c'était beaucoup dans les quartiers populaires que cette influence pouvait être la plus importante. Donc ça veut dire que, quand je dis il faut remettre de la République, ça veut dire que sans doute ça passe par plus de services publics, plus de moyens aussi donnés aux élus locaux, parce que les élus locaux n'ont pas connaissance des informations qui sont contenues aujourd'hui dans ce rapport, parce que les renseignements ne donnent pas ces informations aux élus locaux, et que je pense que les élus locaux doivent avoir un rôle central pour remettre de la République, pour remettre du service public dans ces quartiers. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec David, il y a une manière d'instrumentaliser, c'est-à-dire que oui, il ne faut pas prendre cette menace à la légère, mais en même temps,
il faut relativiser. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a un angle mort dans ce rapport qui est celui de la question du salafisme. Je pense que le salafisme est beaucoup plus dangereux aujourd'hui pour la République parce qu'eux, il y a une réelle volonté de prendre le pouvoir et prendre le pouvoir par les armes, y compris en justifiant le terrorisme, ce que ne revendiquent pas aujourd'hui les frères musulmans. C'est une influence douce presque, mais importante, qu'il ne faut pas négliger. Mais il faut faire attention avec la manière dont on récupère et dont on parle de la chose. J'entendais ce matin, je faisais le tour, comme souvent en arrivant dans cette émission, des matinales. On passe un peu trop vite de islam égale frères musulmans égale islamisme. D'accord sur ce dernier point. En revanche, 2 points de désaccord avec Pierre. D'abord, les frères musulmans ont pris le pouvoir dans certains pays. Notamment, c'est le cas à Gaza avec le Hamas, puisque le Hamas est la branche palestinienne des frères musulmans. On peut se demander si la Turquie n'est pas aussi sous l'influence des frères musulmans, puisque M. Erdogan, le président turc, est quand même très proche de cette mouvance. On pourrait aussi citer le Qatar. Il y a quand même une influence réelle, voire une prise du pouvoir. Et puis, en réalité, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que le but, et c'est d'ailleurs énoncé dans la doctrine fondée par Hassan al-Banna, qui est le père du frérisme, non, le père du frérisme, le grand frère de Tariq Ramadan également, et qui explique qu'à l'arrivée, alors c'est plus compliqué que ça, je schématise, mais en substance, c'est quand même le but est de prendre le pouvoir. Vous savez, on a qualifié les fréristes, les frères musulmans, de trotskistes de l'islam radical. C'est-à-dire que c'est une vision qui vise non pas à faire la révolution dans la rue par les armes, ou comme les djihadistes à commettre des attentats, mais à s'infiltrer dans toute une série de pans de la société, le social, le culturel bien sûr, le scolaire, pour en arriver à avoir une influence politique. Et on remarque que dans les années 80, c'est-à-dire la décennie où s'est installé le frérisme en France, est apparue la première affaire de port du voile, c'était 1989, l'affaire de Creil. Cela étant dit, je rappelle quand même qu'il y a eu une loi sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'appelle la loi sur le séparatisme, enfin contre le séparatisme, qui visait précisément ce type de dérive, d'influence radicale dans toute une série de domaines. Et la première remarque que je fais, c'est qu'il faudrait quand même se poser la question de l'efficacité de cette loi. Parce que là, on parle déjà dans l'air, flotte, plusieurs propositions, on a cité celle de Jordan Bardella, mais il y en a toute une série. Il faudrait déjà, notamment, on parle d'une deuxième loi contre le séparatisme, il faudrait déjà expertiser, analyser ce qui a été fait, ce qui est efficace, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et enfin, dernier point, je note que dans ce rapport, dont on a lu des extraits dans le Figaro, on ne pourrait pas le citer, qui était d'ailleurs un rapport qui était censé être classifié et déclassifié ce matin, mais que visiblement le ministère de l'Intérieur a choisi de déclassifier pour certains médias avant. Il y a une phrase des 2 auteurs, qui sont un préfet et un diplomate, qui explique qu'il faut nommer le phénomène, c'est-à-dire ne pas se borner à faire une loi contre le séparatisme, ce qui était le cas de la première loi sous le premier quinquennat, mais une loi contre l'islamisme radical, puisque ça fait partie du problème. Ce sur quoi un certain nombre de spécialistes, je pense notamment à Madame Caroline Fourès, qui est une combattante de la laïcité et qui étudie le phénomène depuis plusieurs décennies, expliquent qu'au contraire, il faut lutter contre ce phénomène avec beaucoup de précautions sémantiques, puisque précisément la stigmatisation fait partie de la stratégie de victimisation des principaux intéressés qui, en retour, instruisent un procès en discrimination, en racisme et en islamophobie, qui d'ailleurs est un terme contestable. Pierre, pourquoi ce sujet il revient aujourd'hui sur le devant de la table? Ça correspond à l'agenda politique des uns et des autres, peut-être aussi? C'est un agenda permanent, donc effectivement on est dans une surenchère, on est sur une course à l'agenda qui est celui de l'extrême droite. Après, le rapport a été commandé il y a un peu plus d'1 an par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et qu'aujourd'hui effectivement il répond à une attente, ou en tout cas à un souhait de remettre la question de l'islamisation, la question de la radicalisation d'une certaine partie des musulmans dans notre pays, et que ça correspond à l'agenda de M. Retailleau, de M. Darmanin, de l'extrême droite. Donc chacun y va de sa petite proposition, y compris Gabriel Attal qui nous fait encore une proposition qui contrevient totalement à nos principes de laïcité. On peut peut-être la rappeler ? Oui, il propose de supprimer, d'interdire le port du voile aux jeunes filles à partir en dessous de 15 ans. Et de créer un délit de contrainte. Exactement. Pour les familles qui obligeraient leurs filles à porter le voile. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que soit on décide qu'aucune atteinte religieuse ne peut être faite aux mineurs, par exemple, et donc ça veut dire qu'on interdit les baptêmes, on interdit toute emprise religieuse sur les enfants, soit on cible. Et donc, effectivement, Gabriel Attal fait le choix de cibler une religion, en l'occurrence l'islam. Et que ça, moi je me pose la question de savoir
si ce sont véritablement des laïcs. Parce que forcément, quand on remet en cause à ce point la laïcité, ça me pose des questions. Et puis, encore une fois, je pense encore que la loi existe, la loi sur la laïcité existe. 1905, certes, c'est loin, mais il y a encore des textes de loi dans ce texte de 1905 qui permet à la justice d'agir quand il y a des atteintes à la laïcité. Et qu'on doit utiliser ces articles-là pour pouvoir encadrer des phénomènes qui relèvent effectivement de la justice. Je pense que la succession, la surenchère de lois qui ne servent à rien et dont on n'a même pas pris la mesure, ni fait on n'a pas fait le bilan de la loi séparatisme, il faut déjà faire ça, il faut déjà faire cet exercice avant de proposer et de participer de cette surenchère permanente très droitière, très calée sur celle de l'extrême droite. Un dernier commentaire avant de passer à la suite, David. Je pense que le phénomène existe, il est réel. Je pense que ce rapport, on le connaissait, le rapport le documente précisément, il est assez inquiétant. Donc oui, effectivement, il faut être vigilant, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de contrer ce phénomène. Il y a quand même un problème qui est celui du modèle républicain, du modèle laïque. Et comment se fait-il qu'un certain nombre de nos jeunes français de culture ou de confession musulmane se voient attirés par ce travail d'influence souterrain des fréristes, et ça remet évidemment une fois en cause l'attirance de notre modèle républicain, de notre modèle laïque, et surtout de notre réussite, de notre possibilité de réussite, de monter l'ascenseur social. Si jamais ces jeunes avaient une possibilité de réussir socialement, professionnellement, de gagner leur vie, de trouver des carrières professionnelles attrayantes, etc., sans doute ne seraient-ils pas tentés de glisser vers ces dérives communautaires et islamistes. Allez, on passe à notre second thème de la journée, cette primaire réclamée par François Ruffin à gauche, en vue notamment de la présidentielle 2027. L'ancien de LFI souhaite qu'elle aille, selon ses termes, de Poutou à Hollande. Le spectre est large, l'objectif pour le moins ambitieux, offrir aux électeurs de gauche l'unité, mais aussi bien sûr une candidature alternative à celle de Jean-Luc Mélenchon, avec qui, vous vous en souvenez, il a rompu avec fracas. On va écouter l'ancien LFI qui est député de la Somme. D'abord, pourquoi la primaire ? C'est pas seulement une primaire de départage pour regarder de qui sera le candidat à la présidentielle. Je pense que l'essentiel aujourd'hui dans le pays et à gauche, c'est un sentiment de découragement, de résignation, d'abattement. Je mets tout le périmètre du nouveau Front populaire de Poutou à Hollande. Résignation, abattement à gauche, c'est pas des termes forcément très flatteurs pour la gauche. Bonne ou mauvaise idée, elle a de l'avenir cette proposition ? Oui, je pense qu'elle a de l'avenir parce qu'elle fait l'objet de plusieurs consensus dans les partis politiques. Marine Tondelier y est plutôt favorable. Je crois qu'Olivier Faure y est plutôt favorable aussi. Lucie Castet appelle aussi de ses voeux à une primaire de la gauche et des écologistes. On a vu en 2022, avant 2022, une structure s'organiser, une initiative citoyenne qui s'est appelée la primaire populaire, qui avait recueilli quasiment 500 000 suffrages pour élire celui ou celle qui aurait dû représenter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle. Ça a échoué parce que les partis politiques n'ont pas été partie prenante de cette initiative. Et je pense aujourd'hui, compte tenu de la situation de la gauche, que si elle veut passer le second tour, comme c'est quand même un des objectifs pour être président de la République, c'est déjà passer le second tour, il faut qu'elle soit rassemblée. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un candidat unique. D'ailleurs, les sondages le montrent. Ça veut dire qu'il peut y avoir un candidat qui passe au second tour et une deuxième force qui est un peu moins importante et qui peut être une réserve de voix pour le second tour. C'est peut-être même la meilleure des idées. Réserve de voix ou division des voix au premier tour, c'est ça qu'on division des voix, ça dépend. Encore une fois, quelle est la dynamique. Ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mais je pense que François Ruffin a raison de penser qu'il y a eu 9 millions d'électeurs au moment des élections anticipées législatives et qu'il faut parler, il faut s'adresser à ces 9 millions d'électeurs. Certes, Jean-Luc Mélenchon a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle. Si une autre candidature devait émerger, et après, ce sera une question de dynamique. Mais je pense que si une primaire, comme l'estime François Ruffin, pouvait arriver à mobiliser 2 millions, 3 millions de Français pour aller voter pour cette primaire, ça peut être un joli socle déjà pour lancer une campagne présidentielle. C'est une bonne initiative pour lui ou pour la gauche ? Deux choses. La première, c'est que, d'abord, un peu moins optimiste que Pierre sur le fait que, oui, c'est vrai qu'Olivier Faure est d'accord avec cette primaire, mais il a un certain nombre d'opposants, et ils sont nombreux au Parti socialiste, qui ne sont pas du tout d'accord et qui considèrent que le candidat doit être un candidat socialiste canal historique, on va dire. Et donc là, il y a le Congrès qui va les départager le 15 juin, vers la mi-juin. On verra qui gagne. Et puis, vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon, lui, il sera candidat quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. On m'aurait dit l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même deux courants, et les deux principaux courants de la gauche qui ne sont pas forcément pour cette primaire. Ensuite, sur le constat, deuxième chose, de François Ruffin, je pense que sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que si la gauche n'est pas unie au premier tour de la présidentielle,
il y aura déjà un Mélenchon qui est candidat, on le connaît, il est quand même assez performant en campagne, même si je pense qu'il a perdu beaucoup de crédit depuis le 7 octobre. Il avait dit la dernière fois que c'était la dernière candidature. Oui, enfin bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, une fois de plus. On sait très bien qu'il sera candidat, Pierre l'a dit, et on sait très bien qu'il commence toujours autour de 10, 11, 12 et qu'il finit généralement autour de 20%. Là, je pense que depuis le 7 octobre, il a quand même une fois encore perdu des plumes. Le sondage du jour, il est à 15, c'est quand même un score très élevé. Donc, effectivement, sur le papier, Ruffin a raison, il faut une candidature commune de tous ces courants. Après, la primaire, le problème de la primaire, c'est que c'était présenté dans les années 2000, 2010 comme l'alpha et l'oméga pour tous les partis politiques. Ça valait pas seulement pour la gauche, mais aussi pour la droite. Souvenez-vous, Ségolène Royal, 2007, était propulsée par les fameux adhérents à 20 € du Parti Socialiste. C'était 300 000 votants. Ensuite, c'était François Hollande, 2012, qui lui a été élu, propulsé par 2 ou 3 millions de votants. Je crois qu'à l'époque, c'était ça. Et puis, après, Benoît Hamon a fini, lui, à 7%. De même à droite, souvenez-vous, François Fillon a gagné la primaire. On sait comment ça s'est terminé. Alors certes, il y a eu une affaire, il y a eu une campagne qui n'a pas forcément été au rendez-vous, mais la primaire, je crois que les partis en sont un petit peu revenus aujourd'hui. Et ce qui était considéré comme la martingale absolue, en réalité, on a commencé à comprendre qu'il y avait aussi des failles, il y avait aussi des fissures, et que justement, ces fissures que créait la compétition entre candidats du même camp ou du même parti, étaient ensuite utilisées par les opposants. Donc, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Encore une fois, il a raison sur le constat. Est-ce que la primaire est la bonne solution ? Je ne sais pas. Il nous reste 30 secondes, Pierre, pour un mot de conclusion. Oui, je pense. Je faisais référence tout à l'heure à un sondage qui a apparu dans la revue Regard, où il faisait la démonstration qu'un candidat social-démocrate à 19 passait le second tour, et il y avait quand même une force d'appoint qui était celle de la France Insoumise, qui était réduite à 8%, et que donc du coup ça peut permettre effectivement une dynamique de second tour. Donc deux candidatures de gauche, ça serait pas non plus une division qui serait mortifère pour la gauche. Ça peut être une alternative possible. Avec peut-être une multiplication des candidatures à droite et au centre. Oui, mais toute la question est de savoir justement combien il y aura de candidats à droite, quel va être le vrai seuil de qualification pour le deuxième tour. Plus il est bas, plus ça donne des chances à la gauche d'y être. Merci d'avoir respecté le temps imparti de cette émission. Merci Pierre, merci David. L'info continue bien sûr sur France 24. Vous restez avec nous.